Il était temps. 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 Il était temps qu'on se parle. Bonjour et bienvenue dans Il était temps qu'on se parle, le podcast qui libère la parole. Je suis une femme de 31 ans et à l'origine de ce podcast se trouve mon vécu et ma rencontre avec la puissance de la parole. À travers ce podcast, je souhaite témoigner, éveiller, donner la parole à d'autres femmes et la diffuser. Ce premier sujet en 3 parties traite du viol et de ses conséquences. Pour le réaliser, je me suis entourée de 4 autres femmes, Nathalie, Emma, Corinne et Sandra. Nous nous sommes réunies en ligne pour nous parler, mais aussi pour nous écouter, l'écoute bienveillante étant tout aussi importante que la parole elle-même. Au cours de ces enregistrements, vous entendrez souvent les termes sidération, dissociation, amnésie traumatique et mémoire traumatique. S'ils ne vous sont pas familiers, je vous invite à aller chercher leur définition afin d'avoir la meilleure compréhension possible des témoignages qui vont suivre. Enfin, si certaines histoires sont trop difficiles à écouter, souvenez-vous que vous pouvez à tout moment appuyer sur pause ou quitter le podcast. Je vous souhaite une bonne écoute d'Il était temps qu'on se parle, le podcast qui libère la parole. Le premier témoignage sera celui de Nathalie. Je m'appelle Nathalie, j'ai 25 ans et j'ai été violée donc en 2018 par un ami de mes parents. Et clairement, ce jour-là, je me suis dit je suis morte, ma vie est finie en regardant le plafond. Et en fait, c'était tellement horrible et la mort m'habitait tellement que je réduisais tout à néant en disant mais de toute façon je suis morte, je suis que de la poussière, mon agresseur n'est que de la poussière, finalement rien n'existe. Et ça a duré longtemps et en fait je pense que ça ressemble quand même à une forme de déni quelque part de se dire mais de toute façon j'ai rien vécu, de toute façon je suis morte, donc de toute façon un mort ne peut pas vivre quelque chose, ne peut pas vivre tout simplement. Et en fait c'est suite à ça que je pense ça a été une bombe puisque je suis sortie de l'amnésie. Et à partir de là, j'ai commencé à être envahie par la mémoire traumatique et par tout ce qui m'est arrivé avec mon père. Donc, tout ne m'est pas revenu. Mais j'ai quand même énormément d'éléments et suffisamment assez pour en être certaine, malheureusement. Et entre-temps, ma mère s'est suicidée. Et j'ai l'impression, voilà, là, l'état actuel, c'est que je dis les choses avec énormément de détachement. Pour me protéger sans doute parce que si je pleure, je pense que c'est un torrent de larmes qui sortirait. Parce que je suis très fragile, très très fragile, bien que je ne montre pas toutes ces failles, puisque j'ai appris à être la petite fille sage, souriante, qui doit dire qu'elle va très bien toujours, la petite fille parfaite, modèle. Et j'ai encore des difficultés aujourd'hui à enlever ce masque et à dire ok, en fait je suis légitime à dire ça va pas. Et donc j'admire toutes mes sœurs qui sont autour de moi et qui disent quand ça va pas. Enfin pourtant ça paraît simple et tout à fait banal et normal, mais moi c'est quelque chose auquel je n'accède pas forcément. Donc les impacts dans la vie c'est au quotidien parce que bien sûr c'est soit dissocié ou soit être envahi par la mémoire traumatique. Il y a les troubles alimentaires. Je suis passée donc de l'anorexie à la boulimie et parfois c'est encore l'anorexie. Enfin, ça fait donc bientôt 8 ans que je suis là-dedans et puis je suis passée d'une hygiène de vie complètement irréprochable entre guillemets à l'alcool, les mutilations, les prises de médicaments à très haute dose et donc à me retrouver plusieurs fois à l'hôpital sans comprendre vraiment et ensuite avec ma psychologue faire des liens et comprendre que finalement cette prise de médicaments c'était vraiment pour me shooter pour que mon père puisse arriver à ses fins et en fait ça fait tout à fait sens puisque je démarche vraiment de la même façon, je procède de la même façon dont il procédait. Donc voilà, je rejoue les choses et c'est terrible et un jour ma psychologue m'a dit et ça m'a fait quand même un gros déclic: Nathalie, tu agis comme un agresseur, mais envers toi-même. Et là, j'ai fait waouh, mais non, je ne suis pas une agresseuse. Et ça fait quand même un sacré
une sacrée claque, une très bonne claque, je crois. J'avais besoin de l'entendre à ce moment-là. Je pense que j'étais prête. En soi, je ne me fais plus de mal physiquement, en tout cas visuellement, on va dire. Mais ça reste, encore une fois, très fragile aussi. Ce qui est difficile aussi, c'est d'aimer, de savoir qui on aime et vers qui on se dirige. Et en fait, je crois que c'est une question encore bien trop lointaine pour moi, parce que les faits sont encore trop récents et tout ce qui est arrivé et remonté est hyper récent aussi. Je pense aimer les femmes, mais finalement, depuis que je suis donc au CE2, j'aime les femmes, mais je pense qu'en fait, je cherche juste une maman. Donc, le rapport est biaisé à l'amour, je pense, de base. J'ai été aussi pas mal dans des conduites à risque, à être sur une application de rencontre. Et le 21 avril dernier, alors que c'était le confinement, je suis donc sortie, rencontrer un garçon. Alors en fait, c'est pas par l'application que je l'ai rencontré, bien que j'ai discuté avec des hommes sur cette application, mais c'est quelqu'un de Facebook qui parlait vraiment de littérature, de choses très intellectuelles, très platoniques finalement, et plutôt comme je conçois les choses moi. Alors que c'était pas du tout ça. Et que ce qui l'intéressait, c'était pas ça du tout. Voilà. Et en rentrant chez lui, il m'a de suite sidérée. Et ce soir-là, j'ai été violée. Et ça a été horrible parce que donc, j'ai tout de suite dit à ma psy qui m'a conseillé de le dire à une plateforme. Les policiers sont arrivés dans la nuit et m'ont dit « Mais mademoiselle, vous n'avez pas dit non ?» Je leur ai dit « Mais sortez de chez moi. » Je pleurais. Donc, ils sont sortis, rien ne s'est passé, je n'ai pas porté plainte parce que de toute façon, à quoi bon ? Et voilà, donc c'est retombé de haut aussi parce que je pensais être suffisamment armée pour ne pas me retrouver en état de sidération. Et alors là, du coup, il y a tout un travail avec ma psy où elle m'a dit, en fait, là, il faut avoir tout un discours intérieur pour justement éviter la sidération. Mais c'est un travail, je pense, qui demande du temps. Et ça viendra, mais bon, tout ça pour dire que parfois on croit avoir les armes, mais en fait, on dirige pas forcément tout et le cerveau est suffisamment intelligent pour nous sauver aussi, mais ce qui est très déroutant. Donc voilà, il y aurait tant de choses à dire et en même temps, heureusement, je pense que l'entourage est précieux. Moi, j'ai pas de famille, clairement. Comme malheureusement, je crois, beaucoup de victimes, la famille tourne le dos. Donc moi, c'est vrai qu'on me traite de menteuse, de manipulatrice, de celle qui a pris son pied. Donc j'ai vraiment ma famille de cœur. Ok, merci beaucoup Nathalie. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ton rapport à ton travail, ton rapport à tes proches, aux gens qui t'ont potentiellement tourné le dos après que tu aies témoigné ? C'est un handicap de chaque jour, je trouve. J'ai plus du tout la même motivation à faire les choses, plus du tout la même lumière. Et moi, j'étais plutôt hyper active avant. J'ai beaucoup de mal et la concentration, j'arrive plus à me concentrer, je n'arrive plus à prendre des textes comme je le faisais avant. Où tout devient compliqué et prend une ampleur énorme. Et ça, c'est très dur à accepter, je dirais. Et par rapport aux proches qui m'ont tourné le dos, je dirais que parce que j'en ai la possibilité aujourd'hui et que c'est OK, merci, parce que du coup, ça a mis en lumière ces mauvaises personnes avec qui j'ai vraiment rien à faire. Donc voilà pour ceux qui m'ont tourné le dos et qui me tourneront le dos probablement par la suite, d'autres personnes, peu importe. C'est le tri naturel. Bon débarras. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc Nathalie, est-ce que tu veux bien partager avec nous, s'il te plaît, là où tu en es aujourd'hui et ce qui t'a aidé à t'en sortir, ce qui t'aide à t'en sortir Oui. Pour moi, j'en suis pas du tout sortie encore, bien que en l'espace de un peu plus de 2 ans, bien évidemment, j'ai évolué et avancé sur énormément de choses grâce à la connaissance de Muriel Salmona, qui clairement m'a sauvé la vie. Après, au quotidien, là, par exemple, je sens que je suis
plus ou moins anesthésiée émotionnellement et que c'est un peu le brouillard dans ma tête par rapport à tout ce qui se passe, ces nuits d'insomnie où j'ai vraiment l'impression d'être en hypervigilance et où ça me donne un sentiment que mon père est venu me visiter dans la nuit. C'est flou. Et donc voilà, après ce qui m'aide bien sûr c'est l'art sous toutes ses formes. Et voilà, j'essaye de transcender au mieux les choses. Et en fait, je crois que l'art est vital pour nous victimes encore plus que, enfin, je sais pas, mais de ma perception, ça fait travailler ce qu'il faut pour être plus ou moins incarné. Enfin, dans le cerveau, je crois que ça touche quelque chose qui est vraiment important pour... Enfin, moi, ça m'aide tout simplement à trouver, à garder cette lumière bien au chaud. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Les conduites à risque, troubles du comportement alimentaire et tentatives de suicide sont monnaie courante chez les victimes. Et Nathalie est loin d'être un cas isolé. Malgré cette détresse apparente, beaucoup de familles et de proches ont tendance à fermer les yeux et à tourner le dos, là où les victimes auraient plus que jamais besoin de se sentir soutenues. Nous allons maintenant écouter Emma, 34 ans, qui va à son tour nous raconter son histoire. Alors, j'ai écrit un peu... j'ai voulu écrire un peu pour faire en sorte que je dise tout ce qu'il faut dire. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je me sens plutôt bien. J'ai vraiment fait du travail dessus. Et puis, quand on revient à vraiment réfléchir pas à revivre ce qui s'est passé, mais ça remue quand même énormément. Et à la base, je voulais pas forcément partager les détails de mon expérience, mais je pense que c'est important parce que c'est un cas pas particulier, mais c'est un cas, je pense, à mon avis, il y en a beaucoup qui vivent ça et qui, comme moi, sont incapables de se dire que c'était vraiment un viol. Et du coup, voilà, je tiens à partager vraiment plutôt en détail ce qui m'est arrivé. Donc, j'avais 21 ans. Donc, c'était en 2009. J'étais en vacances en Sicile, toute seule. J'adore voyager seule. C'est vraiment mon plaisir. C'est là où je me sens libre. J'avais l'habitude de faire du couchsurfing, donc là où on dort chez les gens. Et j'ai jamais eu de problème. Vraiment, je dormais toujours chez des gens super avec qui on partageait de belles choses et j'avais jamais de problème de ce genre. Et donc, j'ai choisi cette personne pour m'héberger en me disant... en fait, c'est drôle. Quand j'y pense, je pense déjà quand je l'ai vu sur son profil, je dis il a l'air pas mal. Si jamais il y a un truc qui se passe pendant que j'y suis, bon, c'est pas grave. Faut savoir que j'ai toujours été très en lien, très ancrée dans ma sexualité. Ça m'a jamais posé de problème, vraiment depuis mon enfance. C'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale pour moi et j'ai toujours été très à l'aise avec ça et à partager des beaux moments avec de belles personnes. Que ce soit une fois ou plusieurs fois avec la même. Ça m'a jamais... j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai toujours été très à l'aise. Donc, je me suis dit, si ça arrive, ok, pourquoi pas. Donc, j'étais hébergée par cette personne en Sicile. Quand même, son appartement était un peu excentré du centre-ville. Et effectivement, on commençait il y avait du flirt, ça se passait bien, et on a commencé à aller vers un partage sexuel. À la base, donc, j'étais consentante. Arrive au moment où je demande s'il a des capotes, et là, il dit oui, mais moi, j'arrive pas avec, en fait. Et il a même tenté. Et effectivement, il était mou. Donc, il dit à ce moment-là, non, j'arrive pas. Et en gros, gros chantage. Il commence à essayer de me convaincre que non, ça va, en fait. J'ai fait des tests, nanana. Et en fait, j'ai
j'ai clairement dit non. À ce moment-là, c'était clair et net. OK, ça, c'est la barrière, on franchit pas. Et en fait, à cette époque-là, j'étais assez naïve pour penser que personne franchirait cette barrière sans mon accord. En fait, c'était juste pas possible. Personne profiterait de ma franchise sexuelle de cette manière. Et en fait, c'est là où moi, je me suis trouvée dans une sidération. Parce que j'ai dit non plusieurs fois, mais je me sentais en danger parce que j'étais hébergée par cette personne. Je ne savais pas où aller après, même si à chaque fois que je dormais chez quelqu'un, j'avais une liste d'auberges de jeunesse pas loin au cas où. Mais je me dis, mais je ne sais même pas où je suis, en vrai, parce qu'il m'a conduit jusqu'ici. Je ne sais pas s'il va devenir violent avec moi, si je refuse plus que j'ai déjà refusé. Et donc, il a continué. Il a continué sans mon accord. Et pendant tout ce temps, j'essayais de me convaincre que ça allait. J'essayais de me dire non, ça va, Emma, mais de toute façon, tu le voulais, donc c'est pas grave. Il m'a même pénétré analement sans demander quoi que ce soit, sans prévenir. J'avais jamais fait ça. J'étais plutôt pas partante pour le faire. Et encore une fois, pendant tout ce temps, dans ma tête, j'essayais de me convaincre que ça allait et que je le voulais, parce que sinon, j'étais incapable de me dire qu'il était en train de me violer, en fait. Et je sais pas comment ça s'est terminé, je n'ai pas de souvenir de comment ce moment s'est terminé, mais je me souviens très bien après, quand j'ai pris une douche. Et... Pardon. On t'entend. Ouais. C'est fou, d'habitude, au point où j'en suis, j'arrive à en parler sans trop que ça remonte. Là, tu donnes des détails et tout ça. Donc, ouais. Tu veux préparer une pause ou... Non, ça va. Bon, ça risque de... Je vais parler avec les larmes. Okay. Mais je me sentais sale, je me sentais vide. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Je savais qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas correct. Mais encore une fois, j'étais incapable de mettre le mot viol sur l'événement parce que de toute façon, je me disais, mais Emma, mais tu le voulais. À la base, tu étais d'accord. Sauf que c'est ça qui est très important et c'est pour ça que je partage en détail. C'est que le consentement, c'est pas une fois, c'est en continu. Et tu peux donner ton consentement au départ et après changer d'avis. Et surtout dans une situation comme ça où il voulait faire sans préservatif, j'étais clairement pas d'accord. Je le connaissais à peine. Et du coup, je sais que j'ai écrit dans mon journal intime, juste après, j'étais dans le bus pour aller à Syracuse. Et là, je pleurais pendant tout le trajet et j'écrivais. Et je pense que j'ai utilisé le mot viol dans mon journal. Mais à partir de ce moment, j'étais dans le déni total, en fait. Clairement pour me protéger. J'étais dans le déni total et à partir de ce moment-là, je commençais à dire que c'était juste genre un moment sexuel un peu malheureux. Un moment malheureux. C'était ça que je disais. En anglais, an unfortunate sexual event. Et même avec mes amis, je pense que j'en parlais seulement avec une copine. Et je disais, voilà, ce qui s'est passé. Mais bon, non, c'était quand même pas du viol. J'ai pas envie d'utiliser ce mot. J'ai pas envie... c'est affreux ce que je vais dire, mais voilà comment la société nous inculque. Je voulais pas être une de ces filles qui revendique ou qui prend l'attention en disant que, tu vois, j'ai vécu un viol et tout.
Classique. Et malheureusement, moi comme ma copine, on n'était pas armés à cette époque pour pouvoir en discuter vraiment de la vérité de ce qui s'est passé. Donc elle n'était pas capable forcément de me répondre en disant Emma, non, en fait, ce que tu as vécu, c'était vraiment ça. Mais je l'en veux pas parce que moi non plus, on était toutes les deux. Oui, c'est bon, c'est dommage que ça arrive, mais bon. Et donc la suite de ça, je me suis dit que c'était de ma faute, que de toute façon, le fait d'être très libre sexuellement, forcément, ça va t'amener à des moments comme ça où on en profite. Donc forcément, c'était de ma faute, c'était la faute de ma sexualité. Et je me suis dit, ok, après ça, la prochaine fois que je fais l'amour avec quelqu'un, ça va être quelqu'un avec qui je suis vraiment amoureuse. Là, ça y est, je veux me maquer, je veux trouver quelqu'un. Et j'ai eu de la chance de trouver un homme en or, vraiment quelques mois après, qui m'a aidé à quand même reconstruire un peu sainement des relations avec des hommes. Mais j'étais bridée. On était ensemble pendant 6 ans. Et depuis le début de notre relation, je disais, ok, mais je peux avoir une vie sexuelle, mais je vais pas me libérer comme je faisais avant parce que ça va créer des problèmes. Donc, ma sexualité libre et épanouie crée des problèmes. C'était ça l'histoire dans ma tête. Et même lui, en fait, je partageais ce qui m'est arrivé, mais encore sans utiliser le mot viol. Au bout de 3 ans de relation, je suis tombée dans une dépression, sans savoir que j'étais dans une dépression, sans libido du tout, complètement. Nathalie parlait de cette sensation d'être morte. Et c'était à ce moment-là où moi, j'avais cette sensation, en fait. C'était pas tout de suite après, mais c'était... j'avais plus d'énergie vitale. Et j'ai vécu ça pendant à peu près 2 ans. Et comment est-ce que tu as fait pour te sortir de ça? Comment ça s'est déroulé? Je pense que au fur et à mesure, quand même, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé sur soi-même. J'ai fait beaucoup de développement personnel et tout, donc je pense que mine de rien, même sans le savoir, à l'intérieur, je pense que je travaillais sur ça. Et mais de l'extérieur, ce qui m'a aidé à sortir, c'est j'ai rencontré des artistes. J'ai eu un projet que je montais avec 2 personnes qui sont devenues parmi mes meilleures amies, 2 femmes avec qui j'ai pu partager librement et avec qui j'ai vu que clairement j'étais pas en tort. Juste avoir un projet artistique où je créais, moi je faisais les chorégraphies et je dansais, et avoir ce rapport avec 2 femmes et créer comme ça m'a aidé à me rendre compte de plein de choses. Et aussi, j'ai commencé à avoir un psy, une thérapeute géniale, qui m'a dit dès la première séance, déjà, même avec ma psy, je disais que c'était pas un viol, mais j'ai quand même vécu un petit trauma. Et c'est vraiment pour la première fois qui m'a dit Emma, ce que tu as vécu, c'était un viol et ce n'est pas de ta faute. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment pouvoir intégrer cette idée que, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup de femmes, beaucoup de victimes d'agressions, de viols qui veulent pas être victimes, qui veulent pas rester dans ce statut de victime. Et je pense que c'est très important. Pour moi, personnellement, c'était important de ne pas rester dans ce statut, mais de passer quand même par cette étape de dire
j'ai été victime. C'était pas de ma faute, en fait. Et de me laisser habiter pleinement cet état de victime. Parce que, mine de rien, même si on reste pas là-dedans, on a tous été victimes. Ce n'est pas de notre faute, en fait. Et c'était très important pour moi de traverser une période où, habiter pleinement cet état de victime, de violence, d'agression. Oui, j'allais dire, on parle beaucoup de victim blaming en ce moment, c'est-à-dire le fait que la société vraiment ait tendance à culpabiliser les victimes et à nous dire qu'on se victimise justement, qu'on s'écoute trop, qu'on pleure sur nous-mêmes, etc., etc. Or, comme tu dis, se reconnaître victime, c'est un passage obligé pour la reconstruction. C'est vraiment très important de pouvoir accepter en fait ce qui est, ce qui a été, pour pouvoir se libérer du poids et se dire ok, c'est pas de ma faute. Maintenant, à partir de ça, qu'est-ce que je fais? J'avance. Mais en tout cas, pouvoir reconnaître ça, c'est vraiment primordial, quoi. Ouais. Mais c'est très dur parce que je pense que, toutes les femmes qui témoignent aujourd'hui, et comme beaucoup de femmes et hommes victimes d'agressions sexuelles, moi, je suis une femme forte. J'ai toujours été une femme forte. J'étais élevée comme ça. J'ai même mon père qui me disait, quand j'étais plus jeune, je voudrais pas être le mec qui essaie des choses avec Emma parce qu'elle se laisse pas faire. Et je sais que ça venait d'un bon sentiment. Et que finalement, oui, j'étais fière de ça. J'étais fière de me dire, ah oui, voilà, personne va faire quoi que ce soit avec moi. Mais au final, quand on est élevé comme ça, quand on pense être une femme forte, et puis après, d'un coup, c'est difficile de garder ces deux choses à la fois en soi. Le fait de dire je suis une femme forte et aussi je suis une victime. Donc, ça n'a rien à voir en fait. C'est un statut à un moment T dans ta vie, et ça n'a rien à voir avec ta personnalité. Et d'ailleurs, je pense et je remarque aussi que tous les survivants et les survivantes d'inceste, de viol, de violence sont des personnes extrêmement fortes, et que les personnes qui se victimisent le plus, au final, c'est toujours les agresseurs. Ah oui, ça c'est clair. C'est clair. C'est clair. Ah ouais, non, et le pire c'est de voir, par exemple, je sais qu'aux États-Unis, il y a plein d'histoires où c'est clair que des hommes ont violé des femmes, et c'est clair et net, ils avouent les faits. Et puis, mais ils plaident le fait que mais qu'est-ce que ça va faire pour sa vie à lui, genre l'agresseur. Mais le fait d'aller en prison et tout, ça va pourrir sa vie. Oh, le pauvre. Alors, pardon, mais ils pensent jamais à nous. Et ce qui est, c'est fou. Mais moi, je sais pas si je peux dire ça, mais j'ai de la chance. J'ai vécu une fois un viol comme ça. Une fois seulement. Mais regarde juste en une fois les séquelles que ça a, en fait. L'effet que ça a sur la vie d'une victime. Pardon, mais réfléchis un peu. L'agresseur, mais qu'est-ce que ça va faire de sa vie? Putain, mais pense un peu aux victimes. Et donc, quand tu as pris conscience que c'était un viol, est-ce que tu en as tout de suite parlé autour de toi, à ton copain, à ta famille, à tes amis, ou est-ce que tu as préféré garder ça pour toi? Non. J'ai pas tout de suite parlé j'ai parlé à ma psy. Je parlais un peu avec mon ex-conjoint. Mais j'avais toujours très très peur de partager mon histoire et d'en parler ouvertement, parce que j'avais tellement peur qu'on me dise ce qu'on entend toujours, c'est mais pourquoi, mais en vrai t'as pas dit non. Tu vois, t'étais consentante quand même au début, alors qu'est-ce que tu veux? J'avais très très peur de ça. J'étais sûre que j'allais recevoir des commentaires comme ça. Et du coup, franchement, c'est assez récent que j'arrive à en parler, et j'en parle seulement avec des gens avec qui je suis sûre
qui vont comprendre. Parce que, une fois, j'ai quand même parlé, je voyais un chiropracteur, mais qui était dans un peu la médecine chinoise et tout, donc c'était très holistique, sa façon de travailler. Et donc, il parlait beaucoup de l'état émotionnel et tout. Et il me posait une question qui m'a fait penser à ce trauma. Et donc, je me suis dit, OK, je pense que j'ai assez fait de travail sur ça, que je peux partager ça sans que ça devienne un truc très lourd émotionnellement. Donc, j'ai partagé mon histoire. Il m'a demandé quelques détails. Donc, j'ai partagé, pas aussi en détail que je partage là, mais quand même, j'ai partagé des détails. Et là, j'ai reçu exactement la réponse que je craignais. C'était du genre, ah oui, mais tu sais, parfois, on dit non, mais le corps dit autrement. Donc, tu es sûr, en fait, il a pas compris parce que clairement, tu vois, tu as peut-être dit non, mais ton corps a dit autrement. Alors là, j'ai plus jamais revu cet homme. Et je me suis dit, OK, ça m'apprendra, je vais plus en parler. Ouais, et je pense que on entend souvent ça, mais pourquoi t'en as pas parlé tout de suite? Pourquoi t'as pas porté plainte? Eh bien, c'est pour ça. C'est que soit on nous croit pas, soit on nous dit que c'est de notre faute, soit donc c'est normal. Enfin, j'ai mis des années et c'est normal de mettre des années avant de pouvoir en parler. La société nous inculque tellement d'idées sur le viol, sur les agressions sexuelles, que c'est... je pense que les victimes, on a tendance à tout prendre sur nous parce que c'est ça que la société nous dicte. Et même quand on partage, parfois, on rencontre des réponses qui renforcent cette idée que, ok, c'était de ma faute, en fait. C'est la faute de mon corps qui était trop, je sais pas, trop allumé, je sais pas. Mais difficile d'en parler dans mon entourage. Mais le plus que j'en parle, je pense que c'était le MeToo movement, quand il y avait le hashtag MeToo qui est sorti, où j'ai pris pleinement conscience que j'étais pas toute seule et que à peu près toutes les femmes dans mon entourage ont subi à un moment donné au moins une agression sexuelle. Et j'ai pu parler avec ma mère et un de mes frères. Et c'était affreux quand j'ai partagé ça avec ma mère. Elle aussi, elle a partagé ses expériences. Et c'est fou de se dire qu'en fait, ça passe de génération à génération. Que moi, j'ai été victime, que ma mère a été victime, que sûrement ma grand-mère a été victime et que ça se passe à chaque génération. Et là, l'idée que si j'ai une fille ou un garçon, peu importe, mais si ça continue, mais c'est affreux, en fait, le trauma qu'on porte, les femmes, depuis des générations, c'est tellement lourd. Et à un moment donné, après le viol, quand j'ai commencé à prendre conscience, j'ai vécu un moment de colère intense, mais juste qui me bouffait à tout moment. Et c'était très important aussi de traverser ça. Mais parfois, j'avais l'impression que c'était tellement lourd que c'était pas que moi. Et je me dis, mais oui, mais c'est ça, en fait. J'ai l'impression que les femmes, on porte les traumas de toutes les femmes de la Terre. Et c'est lourd. Et on n'est pas toutes seules à porter ça, mais putain, c'est lourd. Oui. Je pense que c'est une grosse blessure collective et que c'est quelque chose qu'on doit guérir tout ensemble, en s'en parlant, en se soutenant les unes les autres, en essayant en fait de lutter pour faire en sorte que ça s'arrête en fait et que ça ne se reproduise pas sur les générations futures. Nathalie veut s'exprimer. Par rapport à ce que disait Emma, il y a tout le problème de la société, mais aussi de l'agresseur. L'agresseur qui nous fait nous sentir coupables. Et parce que ces stratégies sont hyper bien ficelées, réfléchies, parce que malheureusement, on n'est pas les premières à passer, je crois, dans leurs mains, sous leur regard.
et que des regards, il y en a eu plein derrière. Donc il y a aussi un passif énorme dont on hérite sans le savoir. Et aussi, moi je sais qu'il m'a dit c'est un secret, tu n'en parles à personne, ça reste entre nous. Et voilà, c'est le truc classique. Mais aujourd'hui, moi je sais que c'est classique et qu'on l'entend beaucoup. Et quand je l'ai entendu, ça m'a sclérosé dans mon désir d'en parler, évidemment. Et c'était extrêmement touchant ce que tu disais par rapport à ta maman. Et j'aurais aimé que la mienne, avant de partir, ne me laisse pas avec tous ses secrets. Donc c'est, je pense, beau qu'il y ait eu cet échange, bien que difficile, bien sûr. Voilà, merci. Mais c'est... Ouais, merci. Merci. Et, si je peux juste ajouter aussi que, comme tu dis, il y a beaucoup d'agresseurs qui sont bien au courant de ce qu'ils font. Et je pense qu'il y a aussi des agresseurs qui sont juste tellement ancrés dans cette idée de masculinité toxique, de sexualité qui est fait pour les hommes, où en fait, ils pensent qu'à leur bite. Enfin, moi, je suis convaincue que si on demandait à mon violeur, il dirait ah non, on a passé un très bon moment. Hein. Mm-hmm. Parce que je pense que pour lui, il a sûrement appris que j'ai lu ça quelque part et je trouve ça très juste. C'est genre quand un homme dit non, c'est la fin de la discussion. Quand une femme dit non, c'est le début d'un débat, d'une négociation. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont un peu compris ça. Et donc, dans les relations sexuelles, c'est la femme dit non, mais en fait, c'est pas vraiment un non. Et ça fait partie du jeu de la séduction. En fait, non. Un non, c'est clairement non. Mais malheureusement, ça fait partie un peu de la culture autour de cette masculinité toxique et ces rapports sexuels, ces rapports de flirt entre hommes et femmes qui sont très néfastes au final. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont violé sans savoir qu'ils ont violé aussi. Je pense qu'il y a vraiment les deux. Et c'est aussi pour... Enfin, oui, je vois que vous n'êtes pas toutes d'accord. Je pense qu'il y a une conscience. Et en même temps, je sais pas, je pense qu'il y en a qui le font sans savoir vraiment qu'ils le font parce que tout simplement la société a dit que c'est comme ça les rapports sexuels. Mais je sais pas, peut-être c'est juste mon ressenti, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Ou peut-être des mecs qui le font et ils le savent mais ils veulent pas l'admettre. Peut-être c'est ça aussi. Corinne, tu voulais répondre ? Oui, moi je voulais intervenir parce que je pars du principe par rapport à ce que j'ai vécu et les divers agresseurs que j'ai eus, bien malheureusement, qui mettent en place une stratégie de l'auteur, une stratégie de l'agresseur. Et ça, j'en suis vraiment intimement convaincue. Ils mettent en place une emprise autour de la victime, ce qui a été mon cas, et ils te mettent en confiance. Tu vois, ils installent un climat de confiance. Et ce qui fait que toi, tu peux dire après, et tu pars du principe d'avoir peut-être cette impression que ton agresseur n'est peut-être pas dans le cheminement qu'à l'instant T, il est en train de te violer. Mais si, parce qu'en fait, il a tellement travaillé sur le mécanisme de cette emprise qui fait qu'avec toi, il a mis en place un climat de confiance qui passe par par un sentiment d'amitié, t'es gentille, t'es belle, t'es jolie, t'es la femme la plus importante de ma vie. Ce qui fait qu'au moment où ça se passe, toi, tu as l'impression que c'est une relation sexuelle normale. Il n'y a rien de normal. Quand on va violer une gamine de 12 ans, pour moi, il n'y a rien de normal. Quand on va violer une femme de 50 ans, c'est pareil, il n'y a rien de normal. Il y a un mécanisme d'emprise. Et comme tu le disais si bien tout à l'heure, tu as dit non, c'est non. Si une femme porte une mini-jupe et qu'on la viole parce qu'elle porte une mini-jupe, parce qu'elle est saillante, parce qu'elle est jolie, tous ces mécanismes-là ne doivent pas tirer avantage. Ça me révolte à un point, tu peux même pas t'imaginer. Je comprends tout à fait. Je mets pas du tout, j'essaie pas de pardonner ou déculpabiliser les agresseurs. Les points de vue sur cette question sont multiples. Pour ma part, je pense que tous les cas de figure existent. Cependant, une chose est sûre, selon les chiffres, seulement 4% des viols sont dus à des troubles mentaux chez l'agresseur.
Les 96% qui restent sont l'effet d'hommes sans pathologie, chez qui le viol est l'expression d'un système qui méprise les femmes au point de nier leur humanité même, et ce, peu importe le contexte. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te situes maintenant par rapport à ça, où tu en es dans ta vie? Est-ce que ça va mieux? Quelles sont les choses qui t'aident? Oui. Bien, heureusement, j'ai pu faire énormément de travail sur ce trauma. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Donc, ça, je dirais consciemment, ça ne m'affecte pas. Tous les jours, j'ai vraiment dépassé le stade où j'étais en colère tout le temps, où ça m'affectait vraiment énormément. J'ai retrouvé une vie sexuelle épanouie et saine. Et je mets plus en question mon énergie sexuelle et le fait que je me dis plus que c'est ça le problème en fait. Donc j'ai pu retrouver ma sexualité pleinement et ça c'est vraiment vital pour moi. Après ce n'est plus une blessure ouverte en train de saigner. Par contre c'est une cicatrice qui reste à vie. Et ça, même si j'y pense pas tout le temps, il y a des moments où ça me revient et quand même, c'est des petites piqûres de rappel que, ah oui, effectivement, ça va jamais partir, en fait. Donc, je vais très bien. Je dirais, je vais très bien. J'ai de la chance d'avoir été bien accompagnée aussi, des amis, des thérapeutes. J'ai fait du kinésiologie, hypnose, beaucoup de travail avec le corps, en fait, avec la danse aussi pour expulser ce trauma. Parce que moi, je pense que ça reste vraiment ancré dans nos cellules quand ça nous touche. Donc, j'ai de la chance d'avoir été très bien entourée et très bien aidée pour m'en sortir. Mais n'empêche que c'est un trauma qui reste à vie, même si c'est cicatrisé. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ton témoignage. Il était temps. 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 Il était temps qu'on se parle.